Bonjour, je suis Françoise Bidard, sophrologue et hypnothérapeute, et voici mon index ABC. Alors, être sophrologue et hypnothérapeute, pour moi, ça veut dire être à l'écoute des personnes, essayer de comprendre leur monde et leur trouver des solutions, les trouver ensemble en fait, et adapter à leur vie ici et maintenant. Alors, je travaille principalement avec des adultes, on va dire à partir de 18-20 ans jusqu'en fin de vie. Et on va venir me trouver soit pour améliorer son quotidien avec des techniques de thérapie brève ou de sophrologie, ou alors pour dépasser des traumas. Et là, ça va être plutôt couper des fils, des casseroles que les personnes traînent derrière elles encore. Alors, les 3 mots qui me caractérisent le mieux dans ma pratique seraient l'écoute, la bienveillance et le sur-mesure par rapport à chaque personne, chaque période de vie et chaque objectif. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau portrait, ce nouvel index que l'on vous propose avec quelqu'un dont le visage ne vous est pas inconnu parce que vous avez sans doute eu l'occasion de la voir d'abord sur les réseaux puis ensuite sur différents médias qu'elle fréquente régulièrement et légèrement à l'est de notre hexagone chez nos amis belges qu'on aime tant et vous reconnaîtrez bien entendu cette petite pointe d'accent. Françoise Bidard est mon invitée. Bonjour Françoise. Bonjour Marc. Je suis ravi que vous soyez là et que vous ayez fait le déplacement depuis la jolie Belgique. Oui. Voilà, où vous êtes bien heureuse, épanouie, alignée. Totalement. Avec ce que vous faites. Oui. Parce qu'on va voir que votre parcours de vie, là aussi, qui est très intéressant, et c'est le principe de l'index, c'est d'avant de parler de votre expertise, c'est de voir qu'est-ce qui vous amène un jour à choisir cette orientation et cette expertise. Vous êtes sophrologue, hypnothérapeute. J'ai le sentiment parfois, et vous connaissons un petit peu, que sophrologue, hypnothérapeute, c'est assez réducteur avec le champ des possibles que vous avez. Oui. Absolument. Donc la sophrologie, en fait, je la pratique depuis une trentaine d'années pour moi-même. Et donc, en me rendant compte que c'était vraiment un chouette outil pour gérer le quotidien, au fur et à mesure de ma pratique professionnelle précédente, je me suis dit un jour quand je serai grande, je deviendrai sophrologue. Parce que j'ai envie de transmettre ce fabuleux outil. Mais à un moment donné, je me suis aussi rendu compte que la sophrologie n'allait pas être suffisante pour certaines personnes qui viennent avec des problématiques beaucoup plus complexes ou plus lourdes. Et donc, j'ai choisi de compléter d'abord par de l'hypnothérapie PTR, donc c'est la psychothérapie du trauma réassociative. Et je me suis rendu compte que là aussi, il y avait encore d'autres possibilités. Donc, j'ai été voir un petit peu dans d'autres techniques d'hypnose. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris par moi-même. Et j'amène aussi tous les outils que j'ai connus dans mes vies professionnelles précédentes pour compléter par petites touches quand je vois qu'il y a des personnes qui ont d'autres demandes. Donc, on ne peut pas parler de coaching professionnel, mais un petit peu quand même. Mais un petit peu quand même. Oui, sans vraiment le dire. C'est très intéressant et vous allez voir le parcours de Françoise que je trouve passionnant et en même temps, vous m'avez dit quelque chose et j'aime bien que les choses soient dites aussi, c'est que vous dites, vous savez, moi je ne fais pas l'index pour avoir plus de monde ou pour avoir une clientèle supplémentaire ou pour avoir une visibilité supplémentaire. Non. Il y a un autre objectif. Oui. Alors moi, mon objectif, c'est vraiment d'informer les personnes qu'elles peuvent aller mieux, autrement que en se mettant entre les mains de thérapeutes pendant des années ou en avalant des pilules qui parfois sont bien nécessaires, mais parfois pas. Moi, je trouve que écraser un moustique avec un bulldozer, c'est pas nécessaire, même si les médicaments sont parfois vraiment très 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 utiles pour un moment ou parfois plus longtemps. Mais moi, j'aime bien de rendre la personne, c'est un peu bateau de dire ça, mais acteur de son mieux-être, parce que nous avons des possibilités, des capacités en nous. Une fois qu'on se reconnecte à ça, qu'on reprend confiance, qu'on coupe certains fils de certaines casseroles ou qu'on apprend des techniques pour gérer le quotidien, on peut avoir des moments vraiment compliqués dans la vie et puis on peut apprendre à vivre avec ou même à s'enrichir de ça pour aller encore mieux après. Je reprends la métaphore que vous avez évoquée avec le moustique et le bulldozer. Certains pourront se dire, c'est bien gentil, mais moi, mon problème, c'est pas à la hauteur d'un moustique. Oui. Le problème est bien plus lourd, bien plus difficile, bien plus compliqué. Oui, et c'est pour ça que je fais de l'hypnose post-traumatique.
Et donc, j'ai fait une formation fabuleuse avec Gérald Brassine en Belgique, qui est vraiment un orfèvre de l'hypnose, qui m'a appris à écouter, à accepter la personne comme elle est, à rentrer dans son monde et à utiliser tout ce qui est déjà là avec des méthodes que nous avons et qui viennent de l'école ericksonienne aussi, mais qui ont été redéveloppées par Gérald pour des méga traumas. Et donc là, on va pouvoir travailler avec tout ça. Alors, remarquez un truc qui est très important, c'est que les traumas, il n'y a pas que les gros traumas. Donc, la psychothérapie du trauma réassociative, elle va évidemment travailler les gros traumas type viol, sous emprise chimique ou pas, tentative d'homicide, enfant mort, attentat terroriste, etc. Là, on sait la personne ne va pas bien, donc elle a besoin de quelque chose de solide. Et elle a besoin de quelqu'un qui n'a pas peur d'entendre ça et qui n'a pas peur de poser des questions qui dérangent parfois. Mais et ça, c'est vous? C'est nous, oui, exactement. Je suis parfois étonnée qu'après des années de psychothérapie, la personne arrive chez moi et me dit « je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne ». Or, soit j'ai vraiment une bonne tête, soit les précédents n'ont pas osé poser les questions parce qu'il faut pouvoir entendre les réponses. Et si j'avais 1 euro chaque fois qu'on me dit ça, je pense que je pourrais travailler moins. Mais à côté de ces gros traumas-là, il y a les traumas de la vie quotidienne. Et souvent, les personnes se débrouillent et parfois, elles ont besoin d'un coup de main. Et là, on va parler de violence conjugale, violence familiale, maladie, deuil, rupture, licenciement compliqué, enfin, des phobies, vous voyez, des addictions que moi je travaille peu à part le sucre et le tabac, qui sont quand même des grosses addictions aussi. Et puis à côté de ça, Marc, il y a aussi les micro-traumas. Nous, on appelle ça des traumas de type goutte chinoise qui mettent aussi la personne par terre. Et là, on va parler de moqueries répétées à l'école. On va parler de tout ce qui est confrontation à des pervers narcissiques manipulateurs, à des différences dans les fratries, même si les parents ne se rendent pas compte de « laisse ta sœur va le faire, elle va faire mieux que toi ». Sous-entendu, toi tu fais mieux autre chose, mais l'enfant capte ça. Et ça finit aussi dans des problèmes de confiance en soi, d'inadéquation, de schémas répétitifs. Et donc, le trauma, c'est tout ça. Mais ça peut avoir des colorations différentes. Et tout ça, ben, moi j'appelle ça couper les fils des casseroles pour que la personne aille mieux aujourd'hui et surtout demain. Et pour ce faire, on n'est pas toujours obligé d'aller touiller dans le passé. Parfois oui, parfois non, mais on va surtout travailler qu'est-ce qui se passe là maintenant pour que la personne puisse aller mieux. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de vos confrères ou consoeurs qui se sentent obligés de remonter un petit peu, de refaire le chemin en arrière, même parfois sur du transgénérationnel, pour essayer de voir où est la problématique, et une fois qu'on a identifié cette problématique, régler la difficulté de l'instant présent d'une manière et avec un accompagnement. Vous, non? Parfois oui, parfois non. C'est-à-dire que moi, je trouve chaque personne est unique au monde. Bien sûr. Et donc, moi, j'ai aucun a priori, j'ai pas de théorie, je sais pas, je vous prends vous comme vous êtes. Et votre inconscient, à un moment donné, moi j'ai toujours des plans, je me dis « oh tiens, je travaillerais bien comme ceci ou comme cela ». Et parfois, dès la première séance, bouf, tout est balancé parce que l'inconscient nous amène une urgence. Et là, le sur-mesure que moi je propose, c'est d'attraper ça et de directement rebondir. Et parfois, on part dans le transgénérationnel, parfois ce sont même pour des personnes qui sont dans ces croyances ou dans ces vécus-là, des vies antérieures. Catherine Romanoff donne des formations fabuleuses là-dessus qui m'ont quand même bousculée. Voilà, je sais pas moi en fait. Je sais pas, mais j'accompagne. Et donc parfois on va très très loin, in utero ou avant, mais parfois pas du tout. Parfois c'est juste aujourd'hui qu'il faut travailler. Et là, c'est ça la beauté du sur-mesure. Et je tiens vraiment à souligner ça. Si jamais vous venez chez moi, aujourd'hui, vous n'êtes pas le même qu'il y a 5 ans ou dans 5 ans. Et donc, vos objectifs, et le plus important, et parfois j'y passe même une séance ou deux, c'est établir les objectifs. Ça passe par cet échange, ce dialogue, avant même d'en arriver à la pratique thérapeutique proprement dite. Je peux vous raconter une petite histoire? Et surtout. Si vous venez en me disant « j'ai mal aux pieds », ok, et que je travaille vos douleurs aux pieds, parce que la douleur est quand même une des grosses indications aussi de l'hypnose,
puisqu'elle a été développée pour ça par Erickson, quand il n'y avait pas encore tous les traitements à l'époque. Je travaille vos douleurs aux pieds. Ok, très bien. Si je ne cherche pas, d'où viennent ces douleurs avec vous? Je dis, tiens, comment se fait-il que vous avez mal aux pieds? Ben, c'est-à-dire que je porte des chaussures 41, mais je chausse du 43. Tiens, comment se fait-il que vous portiez des chaussures 41? Ben, c'est-à-dire que la vendeuse m'a dit qu'il y avait plus de 43. Et vu qu'elle était charmante et très persuasive, ben, j'ai pas osé lui dire non. Ok. Ben, donc forcément, vous voyez. Donc le vrai objectif, et parfois la personne, il faut lui poser des questions pour lui faire prendre conscience de ça, et si elle dit non, c'est non. Mais si elle dit oui, c'est peut-être la confiance en soi ou c'est peut-être apprendre à dire non, le vrai objectif, en plus de la douleur au pied. Et donc, ça peut être vraiment passionnant, cet échange. Alors, lors de la première séance, ben moi, je suis quelqu'un qui aime bien avancer. Donc, j'aime bien commencer l'hypnose à la première séance et parfois, j'y arrive pas. Parfois, c'est à la deuxième séance qu'on commence. Notamment aussi dans les gros traumas, l'inconscient de la personne doit me tester et doit savoir que je suis respectueuse, que la personne ne va jamais être obligée à dire ou à faire quoi que ce soit si elle n'a pas envie. Et ça, c'est un gros mythe qu'il faut déconstruire par rapport à l'hypnose. Non, on ne rentre pas dans la tête des gens. Non, on ne leur fait pas faire dire ou faire n'importe quoi. C'est uniquement si l'inconscient est d'accord que ça va se passer, et parfois on est très surpris. Mais c'est souvent dû évidemment à une autre, j'allais dire un autre pan de l'hypnose, qui est l'hypnose de spectacle. Oui. Voilà, on a tout de suite le sentiment qu'on va s'accaparer nos fonctions primitives et on va nous faire faire n'importe quoi. Non, c'est un chouette divertissement. Oui, bien sûr. Hein, les types là, ils sont vraiment très forts dans ce qu'ils font, et ils le disent aussi. En début de spectacle en général, c'est une hypnose très directive qui va marcher avec environ 10-12% de la population. Donc ils vont repérer ces personnes-là, ils vont les faire monter sur scène et leur faire faire ça parce qu'ils ont envie que ça marche. Bien sûr. Et c'est chouette, mais avec vous et moi, ça ne marchera pas. Et donc, quand on fait peur aux personnes de cette emprise, en fait, c'est tout le contraire. C'est pour ça que je suis contente quand on met des messages sur Google, par exemple, ou sur mon site web, parce que les personnes disent, mais en fait, je reprends le contrôle, je reprends le pouvoir sur ce qui était beaucoup plus fort que moi, voilà. C'est ça qui me fait plaisir. C'est ça qui vous fait plaisir. Je suis toujours très intéressé, Françoise, à la question que je vais vous poser maintenant, de connaître votre réponse sur le champ d'action que vous avez au travers d'abord de l'hypnose et de la sophro. Pourquoi avoir choisi ces deux disciplines-là, ces deux angles-là, alors que vous auriez pu vous orienter sur des tas d'autres choses? Eh bien, c'est une très bonne question, et je pense qu'il y a plein d'autres techniques qui sont chouettes aussi. Il y a un moment, il faut bien choisir. Bien sûr. Et moi, j'ai choisi des techniques qui m'ont aidée moi-même. Donc la sophro, jeune adulte, un peu stressée par la vie, etc., ça a changé ma vie en 3 mois. Et donc, je me suis dit, pour gérer mon quotidien, c'est vraiment un outil chouette. D'abord pour gérer les sensations corporelles, parfois pour gérer les émotions, parfois pour préparer des événements. Donc c'est vraiment super. Mais quand vous vivez quelque chose de plus compliqué, moi j'ai failli mourir 2 fois et donc j'ai eu des problèmes de santé assez graves, et une collègue, par hasard, entre guillemets, si le hasard existe, m'a dit, mais écoute, avec ce que tu as vécu là, je te propose de faire une petite séance d'hypnose post-trauma. Et je me suis dit, vu que je suis très curieuse, bah, allons-y. Et j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Et donc après, j'ai appelé Gérald Brassine pour commencer une formation, mais je lui ai posé beaucoup de questions, pourquoi, comment, machin, etc. Et puis, je suis rentrée dans cette formation-là un peu par hasard. Et il y a plein d'autres techniques qui sont super chouettes, que je connais ou que je ne connais pas, mais je pense qu'il faut simplement avoir un bon feeling avec le thérapeute. Si ça ne va pas, il faut partir tout de suite. Allez, la première séance, on est un peu mal à l'aise, mais après, il faudrait que ce soit chouette. Il faut que le lien s'établisse, et si ça ne fonctionne pas, après 3-4 séances, il faut changer de technique. Vous dites l'hypnose post-trauma. Oui. Quand on va chez un praticien, chez un thérapeute, c'est qu'il y a obligatoirement un trauma? Pas nécessairement. Quel que soit le degré du trauma? Non. Non? Si je peux me permettre, je ne vais pas être tout à fait d'accord avec vous. Je vous en prie. Il y a des personnes qui vont venir pour augmenter leur capacité sportive, musicale,
pour apprendre à mieux parler en public. Il y a des personnes qui sont excellentes à l'entraînement. Par exemple, j'ai travaillé avec des cavaliers, avec des tennismen, avec des nageurs, etc. Ils sont super bons à l'entraînement et puis le poids du regard de l'autre fait qu'en compète, pouf, il se vautre. Eh bien là, c'est pas nécessairement un trauma, vous voyez, c'est juste devenir meilleur, rentrer dans sa bulle et pouvoir donner le meilleur de soi-même. Et la sophrologie, ben c'est pareil, quoi. On peut aussi devenir soi-même en mieux sans avoir vécu des traumas épouvantables ou un peu moins épouvantables. Racontez-nous un petit peu votre parcours de vie, parce que dans l'index, on aime bien effectivement revenir sur le moment déclencheur, ce qui vous a incité un jour à vous orienter dans cette pratique de sophrologie hypnothérapeute, en l'occurrence pour vous. Qui étiez-vous, enfant, adolescente, jeune femme? Alors, parler de moi, je ne fais pas toujours parce que je trouve que finalement, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais dans ce cadre-ci, je pense que ça peut l'avoir. Je pense, oui. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir. Voilà, donc moi, je suis enfant unique. Ouais. Donc, je me suis vite intéressée aux autres, à la nature, aux animaux, parce que j'avais le temps, parce que les copains n'étaient pas toujours là, etc. Mes parents travaillaient beaucoup. Ouais. Et puis, je vous ai dit, jeune adulte, un petit peu stressée, je suis allée vers la sophro. J'ai fait des études de traductrice, donc rien à voir à la base, donc quand même un peu de stress. Et je suis partie dans le monde de l'entreprise rapidement. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un gros problème de santé. Et après ce problème de santé-là, et après avoir aussi passé quelques années dans un restaurant suite au décès de mon père, j'avais du mal un petit peu à retrouver du travail dans le marketing, donc je suis allée vers autre chose. Et là, j'ai eu un problème de santé, donc mon âme visiblement a dit maintenant ça suffit, stop. Et après ça, je m'étais déjà formée en tant que sophrologue en me disant je vais diminuer mon temps de travail en entreprise pour développer en activité complémentaire. Et en fait, les choses se sont emballées et je me suis dit tiens, je vais m'installer directement comme sophrologue. Ensuite, l'hypnose s'est ajoutée et puis d'autres techniques et j'ai sauté dedans d'un coup. Voilà, tout simplement. C'est une histoire qui vous permet aujourd'hui d'expliquer votre parcours de vie et peut-être avoir une certaine empathie supplémentaire, une petite valeur ajoutée empathique qui permettrait d'avoir une approche différente avec vos patients, votre patientèle? En tout cas, un non-jugement total. Oui. L'empathie, je pense que c'est nécessaire quand on est thérapeute. Alors, j'ai peut-être une petite croyance, mais je pense que quand on s'est pris des coups, on a peut-être plus d'ouverture. Je n'en sais rien, j'ai l'impression. Je pense que si on a une vie plus lisse, c'est peut-être moins facile, mais c'est peut-être un a priori. Mais voilà, oui. Qui sont ceux et celles qui vous consultent? Alors, moi, je travaille avec des adultes, donc de 18-20 ans jusqu'en fin de vie. Pas avant? Pas avant, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un moment, on ne peut pas être bon dans tout et il faut choisir. Et avec les enfants et les adolescents, il y a des techniques différentes auxquelles je me suis un petit peu formée, mais qui me parlent un peu moins. Et j'ai des collègues qui sont vraiment spécialisés dans les enfants. Et donc, je trouve que c'est bien de... Chacun à sa place. Et pour les ados, parfois, je préférerais travailler avec leurs parents. Parce que quand j'ai des ados en face de moi qui me disent « Non, tout va bien », je me dis il faudrait peut-être travailler avec les parents. Par contre, quand ce sont des ados qui m'appellent en me disant « Madame, je t'ai trouvé sur Internet » ou « C'est ma copine qui m'a parlé de toi et je veux absolument venir pour telle ou telle raison », là, je fais une exception et le travail est fabuleux. Alors, comment vous faites à ce moment-là? Est-ce que vous prévenez les parents? Ce sont souvent les parents qui financent de toute façon, donc ils sont au courant. Et ils sont mineurs? Ils sont mineurs, donc il y a le secret professionnel complet, sauf s'il y a vraiment risque de passage à l'acte, ou s'il y a quelque chose qui met vraiment l'ado en danger, ou s'il y a risque de fugue, par exemple. Voilà, là, j'ai dû appeler des parents parce qu'il y avait un appel à l'aide pour une tentative de suicide, et là... J'ai préféré casser le lien de confiance, prévenir les parents, ce qui était vraiment nécessaire. Après, j'ai rappelé la jeune fille et je lui ai expliqué et elle m'a remerciée en fait. Est-ce que vous avez déjà été confronté au problème suivant, c'est-à-dire qu'effectivement une jeune femme ou une adolescente
cherche à vous contacter, a besoin de vos services, refusé catégoriquement par les parents qui ne comprennent pas du tout cette démarche et qui se disent « mais tu n'as pas besoin de ça, c'est une absurdité ». Moi, j'ai jamais eu ça, non. 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 Donc pas besoin de convaincre les parents dans des situations... Non. Ben non, parce que mon public n'est pas vraiment celui des enfants et Ouais, des c'est ça. ados. Ouais. Donc soit c'est les parents qui veulent, Hmm. soit c'est l'ado qui téléphone, mais vu que je commence vers 18-20 ans, j'ai pas vraiment cette problématique-là. Mais en vous avez quand général. même, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous dites, si effectivement je devais me consacrer aux adolescents, je commencerai par les parents. Mhm. Ça veut dire que 9 fois sur 10, la difficulté que rencontre un adolescent est due sans doute à son cadre familial, son, Pas du son tout. entourage, non? Non, non, moi je ne dis pas ça. Je dis que celui qui a besoin de moi, c'est celui qui trouve qu'il y a un problème. Et donc, si c'est le parent qui amène l'adolescent parce qu'il trouve qu'il y a un problème à régler, et que l'adolescent trouve qu'il n'y a pas de problème, c'est avec le parent que je préférerais travailler. Quelles sont les thématiques qui reviennent régulièrement? Quels sont les fameux traumas dont vous parlez et qui sont le plus souvent les plus récurrents? Ça, c'est une question difficile parce que vu que chaque personne est unique au monde, voilà, mais il y a beaucoup, il y a le manque de confiance en soi, il y a le manque d'estime de soi, il y a pas mal de problèmes de déploiement de capacité, d'interrogation, il y a beaucoup de travail sur le choix de vie, choix professionnel, choix amoureux, choix de formation. Il y a pas mal de phobies aussi qu'on va travailler. Il y a beaucoup de travail sur l'anxiété. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime beaucoup travailler la préparation aux opérations aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire. Vu que moi-même, j'ai eu des problèmes de santé, je me suis intéressée à ça. Et là, on va vraiment demander à l'inconscient d'accepter cette intervention comme quelque chose d'amical et pas comme une agression, ce qui va travailler l'anxiété préopératoire quand elle existe et diminuer tous les problèmes éventuels post-opératoires. Donc ça, c'est vraiment passionnant, un combat d'une vie. Ah oui. Il y a aussi les arrêts tabac, il y a la trop grande consommation de sucre, les problèmes de concentration. Il y a aussi, parfois, on me demande de travailler les pertes de poids, parce que moi, je ne travaille pas. Je travaille, par contre, les troubles alimentaires, pas l'anorexie, parce que là, il faut vraiment un accompagnement plus spécifique, parce qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus compliqué, mais les grignotages, les compulsions alimentaires, etc. Donc ça, ce sont des sujets que je rencontre souvent, mais... voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Sur-mesure. Ça, c'est un mot que vous avez mis dans votre fiche index aussi, le sur-mesure qui est essentiel. En même temps, tous les thérapeutes vont vous dire la même chose. Moi, je fais du sur-mesure parce que je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Oui, oui, bien sûr. Mais moi, je ne travaille pas avec des protocoles, par exemple. Donc, on va créer cet état d'hypnose à partir d'un chouette moment, puisque l'hypnose, c'est finalement être là et être en pensée ailleurs. Donc, c'est un état naturel dans lequel la personne rentre plusieurs fois par jour, et tout le monde au moins 2 fois par jour, c'est-à-dire quand vous vous réveillez le matin, vous êtes un petit peu dans la choucroute, ou le soir quand vous partez dans les bras de Morphée, ce sont des états de conscience modifiés que tout le monde connaît, et nous, on va créer ça à partir d'un chouette moment. On va replonger la personne dans ce chouette moment et tester les préférences et les protections hypnotiques qui se sont mises en place au cours de la vie, qu'on va donc utiliser pour protéger la personne au maximum, parce qu'on ne va pas aller secouer le bananier de quelqu'un qui a connu un viol collectif sous GHB. On ne va pas lui dire hey, « tu te souviens de… » Non, on va vraiment protéger la personne pour permettre à l'inconscient de s'exprimer et aller remodifier en fait les empreintes que l'événement traumatique a marquées dans le cerveau limbique ici derrière et que nous essayons de corriger en réfléchissant dans le cortex préfrontal. Comme on dit à Liège, Saint-Chefarin, ça ne sert à rien de faire ça parce qu'on ne peut pas travailler de l'émotionnel en réfléchissant, il faut aller dans l'émotionnel en fait. Ça c'est intéressant, ouais. C'est une nuance qui est vraiment à prendre en compte. L'après-Covid, est-ce que vous avez, j'imagine, ressenti une accélération du besoin d'être accompagné et de soulager justement tous ces traumas dont vous parliez? Ben, personnellement, non, en fait. C'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que j'ai tellement de demandes que
Je n'ai pas vraiment senti plus ou moins, moi. Ok. Oui, Parce que c'est souvent ce que les thérapeutes nous disent. Ils nous disent, mais oui, il y a une vraie prise de conscience oui, post-Covid oui, qui nous permet de dire aujourd'hui qu'il y a un vrai besoin oui, de, voilà, de se oui, recentrer peut-être et d'aller oui. à l'essentiel de ce que l'on aimerait être. Oui, peut-être moins vers la sophrologie et l'hypnose post-traumatique, peut-être dans d'autres techniques. Mhm. En tout cas, moi, je ne perçois pas vraiment ça. Mhm. Mais des collègues disent que oui. Mhm. Donc voilà, Mhm. Alors, vous n'avez pas besoin de clientèle supplémentaire. C'est ce que vous, c'est ce que vous m'avez dit. Alors ça peut paraître un peu arrogant, ça, Non, non, hein. non, Si, non, si, non, si. mais non, Parce parce que que ça vient au fur et à mesure. Et donc, voilà, moi, je dois souvent dire non. J'essaye vraiment d'aller vers les sujets dans lesquels je suis à l'aise et où je peux vraiment établir le lien et ouais. développer, etc. Mais c'est pas parce qu'on a beaucoup de boulot aujourd'hui qu'on a encore beaucoup de boulot dans 3 mois ou dans 6 mois. On est bien Soyons d'accord. bien d'accord Mais ce que je veux dire, c'est que là-dessus. votre approche vous avez une belle approche noble qui consiste à dire qu'on peut faire des choses sans avoir recours à toutes ces fameuses pilules dont on parle voilà, et des traitements médicaux. Même si, encore une fois, on ne se substitue pas à un Jamais. avis médical. Hein. On est bien Jamais. d'accord. Hein. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec des médecins, Évidemment. des généralistes, des psychiatres, des chirurgiens, des kinés, des ostéos. Mon travail est complémentaire. Bien sûr. Jamais, jamais moi et pas les autres. Mm. C'est vraiment en complément, c'est parfois holistique. Mm. Et donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Mm. Mais j'ai envie de donner des outils pour participer à son mieux-être ou à sa guérison et ne pas être que dépendant des autres. Parce que si, voilà, prenons une magnifique hypnose négative, l'anxiété. Le cerveau part et si, et puis, et puis, et puis, et puis, et hop, on le ressent directement dans son corps. Donc ça, c'est le corps qui réagit à quelque chose qui n'existe même pas encore. Donc en hypnose, on va utiliser cette formidable manière de ne pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire pour utiliser ça pour aller vers le mieux-être. Mais à côté de ça, la sophrologie, par exemple, elle va permettre de gérer le quotidien. Là, avant l'émission, moi, je me suis fait 10 petites minutes de sophro pour être bien ancrée, pour être bien cool. Et donc, c'est utile tout le temps. Et donc, je pense pas qu'il y ait une seule technique qui soit bonne. Il faut que la personne trouve ce qui est bon pour elle, en fait. Alors, vous savez, Françoise, que dans l'index, on aime s'entendre raconter des histoires, des cas précis. Bien sûr, vous êtes tenu par le secret professionnel, mais est-ce que vous avez des situations qui vous ont profondément marqué sur le fameux avant-après, des gens qui se retrouvent dans des situations improbables, ou que vous arrivez à faire émerger quelque chose qui était profondément négatif de cette personne et qui voilà, a changé de vie du tout au tout après vous avoir consulté? Donc, vous voulez dire quelqu'un qui ne vient pas pour cette problématique-là et que ça émerge pendant la séance? Par exemple. Là, vous me prenez un peu de cours. Parce que ce sont souvent il y a des situations comme ça, je me dis, est-ce que chaque personne qui vient vous voir sait pourquoi elle vient vous voir? Parfois, non. Parfois, la personne parle juste d'un mal-être. Et donc là, parfois, on va remonter. Oui, je pense à ce monsieur, par exemple, qui, bon, je fais très très large, qui vient pour un problème de colère. Il a une 60aine d'années et il démolit tout chez lui. Or, c'est quelqu'un de très doux à la base. Et il me dit, mais je sais pourquoi je suis en colère. Ah. Alors moi, je dis, ok, chouette, je le crois. Et en même temps, je le crois à moitié parce qu'une partie de moi se dit, et qu'est-ce qu'il pourrait éventuellement avoir derrière? Ouvrons. Et donc, c'était quand même des choses absolument atroces à l'adolescence. Donc, de toute façon, il fallait le travailler. Mais quand, dans cette thématique-là, j'ai appliqué une technique pour remonter un peu dans le temps, justement, eh bien, ce qui avait causé la cicatrice initiale, là, dans l'émotionnel, c'est un événement totalement anodin pour l'adulte qu'il était aujourd'hui, qui s'était passé à l'âge de 4-5 ans. Les parents avaient cru bien faire de le garder à l'intérieur parce qu'il était grippé, il ne pouvait pas aller jouer dans la neige avec ses frères et sœurs. Et la colère s'est installée, la cicatrice de la colère, parce qu'à l'époque, on ne passait pas son temps à expliquer le pourquoi du comment, parce qu'il fallait protéger l'enfant, et donc on disait, bah non, tu restes dans ta chambre. Et tout ce que la vie a amené par après est venu taper sur cette cicatrice de la colère, et il y avait franchement de quoi. Et à 60 ans, il casse tout, donc il n'y a que l'ébéniste qui est content.
C'est ça. Donc on est allé retravailler tout ça et les grosses horreurs aussi de l'adolescence et puis aussi de l'âge adulte. Et aujourd'hui, la colère est juste. Elle est à sa juste mesure. Elle permet de protéger la personne et son territoire et les personnes qu'elle aime, mais à la juste mesure de dire maintenant ça suffit, stop, sans casser tout et sans faire le paillasson non plus, quoi. Et, oui, parce qu'il ne s'agit pas de dire je ne veux plus être dépendant de ma colère ou victime de ma colère. La colère est aussi Une belle émotion. une belle émotion. Mais elle doit être ajustée. Mais elle doit être Donc ajustée. ça, c'était quand même, c'est une histoire. par exemple, Ouais, oui. c'est une histoire. C'est-à-dire qu'il aura fallu quand même à ce monsieur, près de 50 ans, plus de 50 ans, Ouais. pour qu'il prenne conscience de ça et qu'il se prenne en main. Mais c'est-à-dire qu'il devenait de plus en plus coléreux. Donc, il y a un moment donné, c'était vraiment quelqu'un de chouette et de doux et de sympa. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, parce qu'il est revenu après, je sais pas, une dizaine d'années pour totalement autre chose. Et il m'a dit, ouais, maintenant c'est bien, quoi. Et ça fait plaisir. Bah, bien sûr. Parfois, j'ai des nouvelles comme ça d'une personne parce qu'une copine vient ou le voisin vient. Et donc, j'ai des nouvelles et ça fait toujours plaisir parce que moi, j'ai plus de nouvelles après, hein. Qu'est-ce que vos pratiques, sophrologue hypnothérapeute, votre approche, vos années d'expérience vous ont appris sur vous? Qu'on ne sait jamais. Il faut être humble et qu'il faut rester curieux. Et pour pouvoir être dans une bonne écoute, parfois il faut dire non et prendre un peu de temps pour soi, pour rester dans cet enthousiasme thérapeutique et ne pas se brûler les ailes. Il est toujours là, cet enthousiasme thérapeutique, oui, oui, plus que jamais? Ah oui, ça. Oui, oui. Pourquoi, vous allez me dire, parce que c'est la vie, mais pourquoi est-ce que ce chemin que vous avez pris ne s'est pas orienté directement vers cette... Parce que j'avais des choses à apprendre. Avant, sans doute, oui. Et parce que ma vie professionnelle précédente me permet aussi maintenant, même si chaque personne est unique au monde, d'avoir différentes approches. Je ne sais pas, si j'avais été institutrice toute ma vie, je connaîtrais super bien le monde de l'école et peut-être celui de trois amis ou de mon mari ou quoi. Mais ici, ça m'a permis de toucher du bout du doigt différents domaines et ça m'a aussi permis de glaner des outils de management, des outils de com, etc., que je peux utiliser aujourd'hui aussi, en plus de la thérapie brève, et en plus, ce qui fait un peu ma caractéristique aussi pour les personnes qui le souhaitent, c'est que je donne des conseils lecture. Je dis, tiens, en plus du travail que nous faisons, éventuellement, peut-être que ceci pourrait vous intéresser. Et donc, ça peut être chouette aussi. Et je pense que c'est plutôt un avantage aussi d'être un peu plus âgé dans ce genre de métier. Alors, c'est peut-être de nouveau une croyance idiote, mais je serais moins à l'aise avec une hypnothérapeute ou une sophrologue qui a 22 ans, par exemple. Même si elle peut être excellente, mais pour le genre de problématiques que je rencontre aujourd'hui, je pense que je préférerais quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles et surtout qui n'a pas peur d'y aller, quoi. Alors, est-ce que les personnes qui vont passer par l'intermédiaire de l'index et qui souhaitent vous contacter, entrent directement en contact avec vous, ou vous avez une équipe qui si on ne fait pas le soin avec vous ou l'approche avec vous, il y a d'autres personnes qui sont susceptibles de vous remplacer? Alors, tout à fait, parce que je ne suis pas unique et j'ai des super collègues, mais ça passe toujours par moi parce que le travail commence dès la prise de rendez-vous au téléphone. Et donc, je vais déjà voir un petit peu si ce sont des thématiques que moi je travaille ou pas, si quelqu'un d'autre va pouvoir mieux travailler que moi telle ou telle approche. En fonction de mon agenda, quand je termine le travail avec 5-6 personnes, je peux reprendre 5-6 personnes nouvelles, etc. Et donc, j'ai une grande liste de collègues et parfois aussi dans d'autres techniques parce que parfois peut-être que mes techniques à moi ne sont pas celles qui me semblent adéquates pour la personne. Oui, parce que le champ du travail, enfin, c'est exponentiel. Enfin, on sent bien qu'il y a des tas de possibilités. Oui. Oui. Si c'était à refaire? Je refais tout pareil. Tout. Je suis toujours super étonné d'entendre ça, moi. Parce que si on me pose la question, je suis pas sûr que je répondrais ça, en fait. Des choses que je ne referais pas.
Bah écoutez, venez me voir Vous quand vous voulez. avez peut-être besoin d'en parler, garçon. Françoise Bidard, sophrologue et hypnothérapeute. C'est passionnant et je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je suis très sensible au timbre de voix et vous avez le timbre de voix d'une hypnothérapeute. Merci. Avec le petit côté accent belge, c'est chouette aussi. En plus. De Liège, De s'il vous plaît. Liège, exactement. Merci infiniment d'être venu. Merci beaucoup, Marc. Merci. Vous pouvez rentrer en contact avec Françoise, évidemment, autour de cette vidéo. Vous avez l'intégralité de ses réseaux. Vous avez bien sûr tous les compléments d'information qui vous permettront de prendre contact et puis de travailler sereinement pour votre épanouissement, comme l'on dit. Bon retour en Belgique. Merci, Marc. Et à très bientôt pour un nouveau Portrait Index. Salut.